Je vais passer rapidement sur le point sur la bureaucratie, parce qu'en fait, vu la teneur des débats, il faut qu'on aborde la question du libéralisme rapidement. C'est bon ? Et je voulais faire un point. En fait, c'était important, mais c'est un peu long. Voilà, en plus, il n'y avait que 2 slides. Juste pour vous rappeler que généralement, on caricature l'administration sur son côté bureaucratique. Et je voulais simplement rappeler quelque chose de fondamental pour moi, c'est que la bureaucratie, en fait, elle n'est pas liée à l'administration. C'est pour ça que je passerai rapidement sur le sujet, mais juste pour que vous reteniez l'idée, c'est David Graeber qui a écrit un grand livre sur la dette. Ça, je vous passe le détail, mais c'est quand même c'est important de l'avoir en tête. Et il a sorti un livre sur la bureaucratie il y a 2 ans, je crois, où il rappelait en fait l'histoire de la bureaucratie en s'attachant à l'histoire des États-Unis. Mais en fait, on rappelle que la bureaucratie, c'est pas lié à l'administration publique. La plupart des critiques que vous entendez, même dans les magazines grand public, ciblent la bureaucratie comme étant la caricature de l'administration publique. Et ce qu'on rappelait ici, à travers Max Weber notamment, c'est que la bureaucratie était liée aux outils de contrôle et non pas à l'administration publique en tant qu'entité publique, telle que nous on l'a décrite au début de l'intervention. Ce qui veut dire que cliniques, hôpitaux, marchés financiers, etc., sont bureaucratiques dès que ces entités-là développent des outils de contrôle. Ce qui veut dire que oui, le développement des outils de contrôle à l'hôpital, certification, indicateurs, critères, etc., logiciel hip-hop, tout ce qu'on rencontre au quotidien, oui, ça bureaucratise l'activité au sens où il y a une énorme partie de l'activité qui doit être suivie par des tableaux. Donc, on va détacher une partie du personnel pour réaliser ces tâches administratives. Oui, c'est vrai, c'est le cas à l'hôpital, c'est le cas dans les conseils régionaux, dans les mairies, etc., dans les institutions, les agences, les ministères, mais que vous avez exactement le même phénomène dans le privé. Les marchés financiers, la bourse par exemple, c'est pas le règne de la liberté, de la spéculation. En fait, vous avez des codes énormes, vous avez des règles, vous avez une infrastructure technique très lourde. Tout ça, c'est régi par du contrôle, et ce contrôle nécessite des moyens humains conséquents. Alors, c'était simplement pour vous rappeler ce phénomène-là. C'est-à-dire, je vous en prie, c'est-à-dire que il faut vraiment... en fait, il faut contrecarrer le discours qu'on entend au quotidien quand les gens se plaignent de l'administration, quoi, en disant oh, c'est bureaucratique. Non, c'est la logique de contrôle. Et ce que vous devez avoir en tête, c'est la deuxième idée, parce que ça aussi, il faut absolument le chasser. Ce n'est pas l'administration en tant que telle qui contrôle, le libéralisme lui-même, pour essayer de tenir les individus qui croient au discours libéral, en disant « Ah, ben maintenant, c'est que pour ma gueule, je fais ce que je veux », crée des outils de contrôle. Donc, vous avez un paradoxe qui arrive, c'est que le libéralisme crée de la centralisation. Alors qu'on a en tête que la centralisation, c'est l'administration, c'est le socialisme, c'est le pouvoir communiste, etc., etc. Non. Quand vous libéralisez, vous créez aussi du contrôle, vous créez de la centralisation. Et donc, vous allez avoir ce paradoxe de plus on parle de liberté, plus on se sent contrôlé. Voilà, ça c'est j'ai résumé les 2 slides. Et mine de rien, c'est important pour notre... La centralisation, c'est... La centralisation, c'est très simple, c'est que vous avez des fonctions à l'intérieur d'une organisation qui vont opérer le contrôle. Je vous donne un exemple tout bête. On va parler de décentralisation à l'hôpital en mettant en avant les pôles, les services et en mettant en avant le dialogue de gestion. C'est vrai, mais mine de rien, qui contrôle la direction des finances. Et ce jeu-là, dans le dialogue de gestion, c'est un jeu entre je fais semblant de vous donner des règles où vous pouvez discuter entre vous, mais en fait, c'est moi qui ai le mode d'emploi. Et ce phénomène-là, il existe, il ne faut pas le nier, et vous... Attention, métaphore.
comparaison plutôt. Vous pouvez dire, je mets la société civile à l'Assemblée nationale, super, et en fait, vous êtes extrêmement centralisateur sur vos procédures, etc., etc. Donc il y a une manière de faire, et là on rejoint un conflit classique de démocratie réelle, démocratie formelle. La démocratie formelle, elle est bien présente. On peut vous donner la parole dans les groupes, de toute façon on l'a marqué, c'est dans le compte-rendu. Vous avez des outils de gestion, mais les règles de ces outils de gestion, vous ne les maîtrisez pas, parce que vous ne pouvez pas les modifier. Donc ça, c'est de la centralisation. Mais vous avez quand même des espaces de discussion ou des espaces de représentation. Voilà, c'est une technique de gouvernance, comme on dit maintenant, que je vous livre tout à fait simplement. Alors, c'est là où il va falloir que je sois... Vous savez à peu près tout ce que c'est que le lean management, non? Plus ou moins quand même. Non. Qui a dit non? Non, c'est monsieur. Pour monsieur, pour madame, pour les gens du fond. Ok. Alors je vais essayer d'aller rapidement et avec... Mais c'est sans gêne que je vous dis que j'ai écrit un livre sur le sujet. Donc bien sûr pour mon éditeur, pensez à lui. Vous pouvez vous référer... vous savez les éditeurs de philosophie, hein, c'est de plus en plus difficile. Vous pouvez vous référer donc à l'éloge de la dépense que j'avais écrit il y a 2 ans. Voilà, maintenant que j'ai honte, je vais rentrer dans le détail. Ce que vous avez bien compris, c'est que maintenant, en tant que gestionnaire, mais tout le monde est gestionnaire, hein, soignant, directeur, cadre, médecin, etc., etc., vous avez des techniques de gestion. Ces techniques de gestion, elles sont dispensées dans les formations, dans les écoles, ça, on l'a bien compris. L'une des techniques qui est apparue, il y a peut-être 10 ans, c'est le lean management. Et pour caricaturer, c'est une version plus radicale des techniques de management, puisque le principe, c'est d'éliminer toutes les actions qui n'ont aucune valeur ajoutée pour la production de richesse. Plutôt simple comme principe. Donc, vous êtes incité à vous tourner uniquement sur la réduction des gaspillages, sur les pertes de temps, les discussions inutiles, etc., etc. Le lean, le fondement théorique. Alors, il y a un fondement mythologique du lean. Je crois que c'est la slide d'après. Le fondement théorique du lean, c'est sa mythologie japonaise. En gros, mais ça, vous l'avez vu dans les reportages. Vous savez, sur France 2, il y a eu un reportage en septembre sur le lean management à l'hôpital, un peu caricatural, mais c'était plutôt correct. Donc, le lean vient du toyotisme, sur en gros, sur comment on optimise une chaîne de production. Comme c'est une méthode plutôt rationnelle, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les techniques de lean, mais c'est ce que vous pouvez rencontrer à l'hôpital. Hein. On peut vous faire des petits ateliers lean management dans la plupart des services. En gros c'est comme chez Toyota, c'est-à-dire que vous prenez ce qui est à l'hôpital, vous le transformez en chaîne de production et vous regardez autour en fait tout ce qui génère de la valeur ajoutée ou pas. Et là, grande surprise, le circuit patient. Ouais, on en révèle des trucs aujourd'hui. Le circuit patient, mine de rien, c'est ça. Plutôt que de considérer les services indépendamment les uns que les autres ou d'avoir une logique de sortie, on prend le patient comme la voiture, on regarde son chemin sur l'ensemble de l'hôpital et en fait, vous dessinez tout ce qui est autour et vous essayez d'optimiser les ressources. C'est correct. Vous pourriez très bien prendre une autre logique pour votre établissement de santé. Mais toujours est-il que ce circuit-là, ou le circuit du médicament, enfin, dès que vous voyez circuit, pensez à une voiture sur une chaîne de production. C'est exactement la même logique. Vous regardez ce qu'il y a à l'entrée, un malade, et vous regardez ce qu'il y a à la sortie, une personne guérie. Ou un malade mal guéri qui va revenir dans la chaîne. Mais mine de rien, ça fait de l'activité. Soyez un peu indulgent. En fait, c'est ça. Donc, vous avez une mythologie japonaise avec plein de mots japonais qui sont, mine de rien, que des techniques qui sont là pour optimiser les processus de production et éviter les pertes. Je vous les ai un peu détaillés là. Je reviendrai sur l'une des méthodes, ou en tout cas l'un des points fondamentaux du lean management qui pour moi semble assez correct. Mais pour le reste,
c'est pas délirant d'essayer de réduire les gaspillages à l'hôpital. À partir du moment où vous êtes, même d'un point de vue quasiment écologique, à partir du moment où vous avez des ressources, c'est normal de chercher à les adapter à votre activité. La question, c'est jusqu'à quel point. C'est à peu près toujours le même souci. C'est normal de faire des économies d'énergie parce que vous savez que la planète a une structure limitée, etc., etc. Là, le problème, c'est quand ça devient systématique. C'est-à-dire que vous chronométrez les agents pour savoir ce qu'ils font dans la journée. Vous regardez s'ils ne dépassent pas leur temps de pause et si dans leur service, ils n'ont pas des discussions qui n'ont rien à voir avec l'activité, si tous les objets sont bien autour pour pas qu'ils aient des déplacements, etc. etc., etc. C'est ça, les ateliers Lean Management, c'est vraiment des ateliers, pour le coup, pragmatiques, qui vont dans le service en disant on regarde ce qui dysfonctionne et on essaye de s'adapter. Pas choquant. Excusez-moi, est-ce qu'il y a une corrélation avec un dispositif comptable de voir une gestion du BFR ou C'est-à-dire, préciser... Au niveau comptable, il y a le besoin en fonds de roulement, j'ai le BFR qui est facilement calculable avec les stocks, avec ce qu'on a, et il y a la gestion en fait de ce besoin en fonds de roulement qui est égal. Est-ce que ça fait partie du BFR? Ouais, complètement, parce que l'une des applications connues du Lean, c'est d'optimiser ses stocks. Donc en fait, le Lean s'applique surtout à la structure logistique de l'établissement. On réduit les frais de transport, on réduit les déplacements, on automatise beaucoup, parce que ça coûte moins cher que du personnel. Et on essaie de gérer au mieux les stocks, parce que c'est vrai que d'un point de vue comptable, vous pouvez avoir des pertes. Alors c'est tout bête, mais on essaie de vérifier la péremption des médicaments, etc., etc. Et c'est pour ça que la plupart des industries en fait fonctionnent comme ça. La Poste, la plupart des industries logistiques. Mais ça, vous le trouvez dans l'hôtellerie ou la logistique d'un établissement, tout comme vous le trouvez dans les aéroports, dans les hôtels. Vous réfléchissez en flux tendu. Vous savez, le plein vide, ce type de truc que vous voyez dans les services, ça vient du Lean. C'est juste comment j'optimise ma gestion des stocks en fonction de l'activité pour ne pas avoir de pertes. Et effectivement, sur des gros CHU, ça représente quand même une certaine... C'est assez conséquent pour votre trésorerie, pour parler purement comptable. Après, c'est pas choquant comme logique de chercher à limiter le gaspillage. Tant que vous trouvez ça pas choquant. Ah, absolument. On va prendre l'exemple de laboratoire, l'éducation des lits. Il y a des hôpitaux où la gestion des lits apparaît sur un tableau. Je ne sais pas s'il paye une personne pour regarder ou pas, mais si au bout de 2 heures, quand le lit est vacant, il y a une attribution systématique de quelqu'un qui est d'urgence, qui soit adapté ou pas à ce service. Absolument. Où est l'utilité d'abord et surtout la rentabilité en termes de qualité du soin? Nulle. Parce que si quelqu'un se retrouve dans un service qui n'est pas approprié à la pathologie qu'il occupe et que la finalité c'est juste d'occuper de lui et non pas de le soigner au mieux, c'est idiot. Et non seulement c'est idiot, mais c'est dangereux. Oui, mais vous répondez aux critères de l'occupation des lits. Oui, mais voilà. Le problème n'est pas bien sûr. Mais en dans les labos, le problème c'est de ne pas laisser les réactifs se détériorer. En fait, ce qui est intéressant dans la philosophie du Lean Management, c'est que vous avez... En fait, c'est quasiment que le rapport au temps. À partir du moment où vous cherchez à optimiser votre activité, vous allez chercher à diminuer les temps morts. Bloc opératoire, c'est ça. Le bloc opératoire, c'est du Lean. Vous ouvrez à 8 heures, combien je peux en mettre au maximum et en essayant de faire en sorte que ce soit des activités valorisées jusqu'à la fermeture du bloc opératoire. C'est que vous allez jouer sur la substitution et toute la structure administrative, ou soignante plutôt, va s'adapter en fait à des choix qui sont d'une certaine logique plutôt comptable. On est d'accord. Et c'est pareil. Alors pour le laboratoire, encore une fois, ça se comprend mieux. Pharmacie, stérilisation, c'est la caricature. La stérilisation, c'est clairement une chaîne de production qu'on peut toujours optimiser. Mais quand il n'y a pas d'activité, vous n'avez pas de stérilisation. Donc il faut aussi toujours voir en système global. Mais vous avez entièrement raison. Un bed manager n'est quand même pas apparu comme ça. Un bed manager, c'est censé être quelqu'un qui, comme dans une tour de contrôle dans un aéroport,
dit oh là, mais attends, là il y a une plage vide, on va mettre quelqu'un. Puis, au fait, à atterrir, l'avion, quelle que soit la destination ou la compagnie, vous dites bah là il y a une piste. D'un point de vue logistique, en fait, ça se comprend. Alors que vous mettiez quelqu'un qui a mal au ventre dans un lit d'ortho, bon bah. Alors après, vous avez le chef de service qui vous appelle le lendemain, vous dites c'est quoi ce bordel? En plus, il est trop dégradé, je ne vais pas trouver une solution d'aval, mais au moins vous avez occupé le lit, quoi. Vous l'avez pris en charge. Pardonnez-moi. Oui. Je vais être un peu direct, mais c'est pas un peu démagogique comme discours, parce qu'en même temps, si on ne prend pas en compte cette gestion-là, c'est aussi considérer qu'une personne qui a besoin d'un lit de médecine et qui ne le trouve pas, si on ne le met pas dans ce lit d'orthopédie, malgré ses 85 ans, est-ce qu'on passe la nuit sur un brancard aux urgences? Oui, absolument. C'est aussi ça. On peut peut-être aménager des choses aux urgences. Et généralement, aux urgences, ils ont une unité de courte. 85 cas de service d'orthopédie, 85 cas de service d'orthopédie, je suis pas sûre qu'ils soient plus surveillés que aux urgences. Voilà. Mais c'est pour... Vous aurez 2 soignants pour 24 lits, par exemple, probablement plus dans un service. Vous aurez 85 passages et en moyenne par jour avec des patients qui sont... Parce que là, c'est un problème faussement résolu. Probablement. Plus urgence, on ne le voit plus. Seulement, c'est aussi Encore une fois, le discours est toujours ambivalent. Et je vous rappelle que le principe de l'ambivalence, c'est que vous ne pouvez pas faire la distinction entre ce qui est juste et ce qui est erroné. Donc vos deux discours sont toujours justes. C'est qu'aux urgences vont se développer des unités d'accueil de très court séjour, qu'on va essayer de qualifier comme ça, qui sont en fait des voies d'attente et de surveillance pour qu'un lit se libère dans un service. Parce qu'on aura supprimé par exemple des lits et qu'il faut qu'on attende le lendemain qu'il y ait une sortie, etc., etc. Donc le bed manager, c'est aussi celui qui va dire attends, à midi, il faut que ça sorte parce que, comme dans un hôtel, hein, encore une fois, c'est de la logistique hôtelière. C'est qu'à midi, il faut sortir, en plus le nettoyage sera fait et tout a maintenant une logique d'optimisation du temps. Parce que bêtement, le temps, c'est une capacité à accueillir de l'activité en plus, donc des recettes supplémentaires. Et que quelqu'un qui a une DMS trop longue, c'est ça qu'on regarde de toute manière comme critère. Oh là, la DMS est trop longue. Comment ça, 5 jours en maternité? Non, c'est 3. Enfin, je veux dire, c'est ça hein, qu'on regarde. Vous avez perdu 2 jours, vous auriez pu accueillir quelqu'un. Ce qui veut quand même dire que l'activité est censée être poussée à la porte. Ce qui ne se voit pas partout. Hein. Est-ce que, in fine, ça ne repose pas aussi sur une forme de philosophie plutôt utilitariste et en soi, c'est quelque chose qui peut se défendre dans l'absolu aussi, cette vision de ce qui est bien se voit au bénéfice au final que ça apporte pour la personne qui en a besoin, ou de répartir de manière à tenir compte finalement, on ne va pas jusqu'au bout des choses, mais... Non, c'est clairement un point de vue utilitariste. La question, c'est est-ce que ce point de vue utilitariste s'applique aux soins? C'est ça. Bien sûr que la personne, elle va être prise en charge, et c'est très bien. La question, c'est que si vous élargissez, il faut toujours élargir le périmètre. Si on élargit le périmètre, l'utilitarisme ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, mais si personne se présente, encore une fois, si personne se présente aux urgences, enfin, vous avez comme des débats monstrueux au bout d'un moment où vous dites mais pourquoi il n'y a pas eu d'activité là? Bah, il n'y a pas eu la fameuse grippe de l'année. Du coup, ça se voit dans les chiffres. Mais est-ce qu'il fallait qu'il y ait cette grippe de l'année? Là, c'est la vraie question. Le jour où il n'y aura plus la bronchiolite, je pense que ça va être terrible pour les hôpitaux pédiatriques. Et vous arrivez à un débat où il y a toujours quelqu'un qui dit « mais je ne vais quand même pas sortir dans la rue pour casser des genoux, pour faire de l'activité orthopédique ». Et ce débat, enfin, pour moi, si vous voulez, c'est l'impasse en fait, de cette logique instrumentale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le sida, on n'a plus besoin d'hospitaliser les gens, c'est quand même pas de notre faute. Donc au bout d'un moment, oui, les agences régionales veulent plutôt supprimer des lits pour faire des économies, il ne faut pas se leurrer, mais c'est peut-être aussi adapté à une certaine réalité du point de vue sanitaire. On ne va pas maintenir les gens malades parce que ça fait de l'activité. Donc en fait, plus vous poussez le périmètre, plus vous voyez qu'en fait la logique a quand même ses limites.
Vous avez dit tout à l'heure, jusqu'à quel point doit-on chercher à optimiser les ressources? C'est le rôle de qui? C'est une vraie question. Il y a beaucoup de vraies questions aujourd'hui. Ouais. Il y a beaucoup de limites aussi. Ouais. Non, c'est une vraie question. Je vous le dis. En fait, il faut tester, mais là, c'est pareil. Je ne suis pas forcément très à l'aise. Tester les limites dans les services de soins. Si vous ne faites pas ce qui est demandé, qu'est-ce qui arrive? Non, vraiment, je vous pose la question. La question, c'est de savoir jusqu'à quand les médecins engagent leur responsabilité. Ouais, ça c'est une question qui est purement juridique, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. Pour dire, ok, vous voulez faire ça, moi, en tant que médecin, je dégage ma responsabilité. Absolument. Parce que j'estime Absolument. que je ne peux pas bien soigner le patient en faisant ça. Prenez le papier, allez-y. Absolument. Et là, bizarrement, il y a une solution. Ouais. Et en fait, je vais vous donner ma pensée, et je vais vous donner mon sentiment profond. Alors, attention. Parce que, en plus, c'est en off, évidemment. Je sais que cette caméra est complètement bidon. Si vous voulez, le discours économique, je vous rappelle que c'est la question cachée de la présentation de ce matin. Le discours économique vous dit il n'y a pas d'argent. D'accord. Il y a eu les attentats. En plus, c'est complètement politiquement correct. Il y a eu les attentats. L'argent a été débloqué. D'où il vient? Non, franchement, je vous pose la question. D'où il vient? Et si jamais on vous dit, bon, faut dépenser moins en sécurité. Ah bon? Vous voulez vraiment mettre la sécurité des patients et du personnel Ah non, vous avez raison. Il est apparu comment, cet argent? Bon. Ok. Alors, vous allez transposer cette question-là à l'hôpital. Si jamais vous n'arrivez pas à atteindre l'équilibre économique, que va-t-il se passer? Mais vraiment, moi, je ne sais pas. Et ça, c'est l'une des limites. Je ne sais pas ce qui va arriver si l'hôpital est en... La PHP, on était... L'équilibre économique n'est pas atteint, ça s'appelle plan de redressement économique financier. On peut toujours sur le paramédical d'ailleurs. Absolument. Parce que c'est 70% du marché dépensé. Et voilà. C'est comme ça que ça se fait. Non, bien sûr. Mais du coup... Non, c'est ça la réponse, ouais. Et par exemple... Non, mais c'est bien sûr. Mais c'est une réponse économique à une question économique. Mais et alors? Par exemple... non, mais... Ce qui est important, c'est de renvoyer éventuellement aux directions, mais en argumentant très bien les choses et très méthodique, etc. Comment nous mettre la sécurité des patients finalement, la continuité des soins, la sécurité, etc. Moi, je renvoie ça souvent des fois à la DRH et je leur dis ok, vous voulez votre embauche là, voilà ce qui va se passer. On verra bien. Bien sûr. Et donc là, je me déleste de la responsabilité à partir du moment où je l'ai passé à la DRH. Et comme par hasard, ils réfléchissent. Ce qui arrive. Il n'y a que comme ça qu'on peut réfléchir. Mais en fait, on discute de gestion et d'économie, mais on a de la chance d'avoir un droit aussi qui est, mine de rien, assez protecteur. On m'appelle de garde parce qu'il y a trop d'activités et on me demande soit de payer les gens en heures sup pour qu'ils restent, soit de déclencher de l'intérim. Et on me dit, si jamais il n'y a pas ça, il y a un risque pour la sécurité. À votre avis, je fais quoi? Non, mais vraiment, évidemment, je me dis, oh, quand même, on m'a dit qu'il fallait que je respecte l'enveloppe. Enfin, vous n'allez pas mettre en danger les patients. Enfin, et c'est pour ça que la logique économique, elle a sa rhétorique interne et elle a son fonctionnement formel. Mais in fine, quand vous expliquez que c'est pour la prise en charge des patients, rarement on va vous rétorquer qu'on ne les prend pas en charge. Ça devient extrêmement sensible. Qu'on rationalise sur une partie du territoire des établissements qui accueillent beaucoup moins, où les praticiens opèrent pas assez dans l'année, ça peut s'entendre.
mais dans les établissements qui prennent en charge régulièrement des enfants. Enfin, si vous voulez, rappelez-moi, la France est en déficit, non? Il baisse ou il diminue? C'est une question fausse. Il augmente, excusez-moi. Non, mais je sais pas, l'endettement augmente. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est juste pour vous dire que, si vous voulez, le traitement comptable de la réalité, il est un peu au-dessus de la vie, hein, c'est pas moi. Ce traitement-là de la réalité, c'est aussi un jeu entre des règles qui ont été données et ceux qui y répondent. Et on en revient toujours au même, hein, c'est-à-dire il faut se désendetter, certes, mais pour qui nous le demande? Et posez-vous juste la question, in fine, qui vous le demande? Et qui le demande au pouvoir public? C'est un outil. Alors ça, on va l'aborder si on a le temps, parce qu'en fait, cette présentation est partie complètement... L'idée de l'assurance maladie comme étant un fonds commun où tout le monde pioche, finalement, l'assurance maladie en tant que telle permet plein de choses, mais aussi limite plein de choses. Et du coup, on est peut-être contraint, faussement ou réellement, je ne sais pas, par l'assurance maladie aussi, dans le sens où le trou de la Sécu fonctionne comme une menace absolue et du coup ça tétanise. Mais tout comme en fait, encore une fois, pour moi, le discours économique est un discours qui est un discours d'intimidation et d'ordre. C'est pas grave, il y en a eu plein d'autres. Enfin, avant, il y avait, je sais pas, il y avait la religion, les impératifs moraux, ça. Mais il faut pas considérer, c'est le fond de mon sujet, il faut pas considérer que le discours économique, c'est un discours qui correspond à la réalité. C'est aussi un discours pour tenir des règles. Et ces règles-là, je pense, je dis pas qu'il faut les remettre en cause, je dis juste que parfois on peut les questionner. Encore une fois, on avait d'autres manières de tenir les individus entre eux avant, hein. Je sais pas, un droit beaucoup plus coercitif, les injonctions morales, la religion, etc., etc. Mais là, quand on nous dit non, mais en fait, c'est la réalité, on n'est pas dans le monde des bisounours, vous avez tous ce discours un peu désagréable. Non, la réalité, c'est qu'on est en déficit. Je me dis, peut-être, mais qui nous le demande, en vrai? Et c'est simplement ça que je pense qu'on peut remettre un peu en cause. Et la deuxième chose, c'est pourquoi toujours sur le soignant et pas sur les marges qui sont apparues avec ce type de discours, qui sont des marges qui sont assez intéressantes. On veut tous faire des efforts, on est tous d'accord. Je pense qu'on veut tous faire attention aux ressources qui sont développées à l'hôpital pour soigner au mieux. Mais bizarrement, ça se focalise toujours sur précisément ceux qui font de la production de soins. Donc, non, il y a aussi, à côté, quand on change de périmètre, des choses qui sont apparues et on peut les questionner. C'est juste un changement de périmètre. C'est pas une grande rébellion. Je vais un peu plus vite. En plus, ces trucs-là sont imbuvables, mais puis vous les verrez sur les présentations. Alors, la question, ce qui fait conflit à l'hôpital. Alors, ce que vous avez bien compris, alors ça, c'est un tableau maison, hein. Autant vous dire que j'y ai passé des heures, j'ai mis 2 couleurs, c'est censé tout expliquer. Je ne le commenterai pas précisément, mais vous l'avez bien compris, vraiment l'un des seuls messages de mon intervention, c'est de dire les pratiques que vous avez au quotidien, elles n'apparaissent pas, elles viennent... Enfin, spontanément, je veux dire. Elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent d'une infrastructure, parce qu'on est très marxiste à l'espace éthique, elles viennent d'une infrastructure économique qui vous fait changer vos pratiques, et du coup qui commence à poser question et mène à des conflits, généralement des conflits assez classiques entre les valeurs éthiques et les injonctions que vous avez au quotidien pour vos pratiques. Donc c'est ce que je résume là. Oh, c'est vraiment bateau, hein. C'est juste pour vous rappeler que petit à petit, l'hôpital a dû s'adapter à un changement économique. On a vu que les outils principaux étaient la T2A, mais aussi les manières de gérer. Et du coup, ça amène à des pratiques quotidiennes qui sont tournées vers la production et l'activité, alors qu'avant, elles étaient tournées plutôt vers la prise en charge stricte. Je ne dis pas qu'on ne faisait pas attention, je dis juste que ce point de focalisation permanente autour de l'activité vient aussi
de penseurs, de théories qui infusent dans les modèles de gestion et dans les administrations. Et là, on en est au dernier grade, là. Économie libérale, système illimité, épuisement pour le personnel, T2A, lean management. C'est ce point-là, en fait, qui est notre quotidien. Et c'est celui-là qui pose le plus de questions. Je rappelle simplement que... Alors, ça me permet du coup de me rattraper. Oui, je parle de service public dans cette présentation. C'est simplement pour vous dire que le conflit vient de là. C'est qu'on avait des valeurs qui étaient non productives avant. C'est-à-dire, traditionnellement, à l'hôpital, l'accueil de tout le monde, l'hospitalité, une sphère qui était plutôt affective. C'est-à-dire que les valeurs ne sont pas portées par l'économie. Et les fameuses lois de Roland, les lois qui gouvernent le service public. Égalité, neutralité, continuité du service public. Ça, en fait, c'est pareil. Je veux dire, la variable économique, c'est le temps. Et dans la sphère sanitaire et sociale, a priori, c'est une sphère où le temps ne doit pas être optimisé, puisque tout prend du temps. Les pathologies prennent du temps, la situation, la sécurité affective, comme on dit maintenant, prend du temps, et c'est difficile de le mesurer. Ce qui va contre la logique entrepreneuriale qu'on rencontre actuellement, puisque la seule logique, c'est, en gros, tout ce qui compte, c'est ce qui se mesure, et tout ce qui se mesure se corrige ou s'optimise. Et c'est vrai que quand cette logique-là rentre à l'hôpital, vous avez une réaction quasiment épidermique. Ah bah oui, mais moi, ça prend du temps. Typiquement dans un hôpital public, sans parler que de la psychiatrie, mais dans un hôpital public, allez demander aux psychologues de coter leur temps de travail. Ah oui, mais là j'ai passé 1 heure, enfin vous vous rendez pas compte, elle a déjà fait une dépression. C'est difficile d'aller dire, non en fait, c'est 20 minutes par patient et pas plus, parce qu'en plus, derrière il y a du monde, etc. etc. Donc c'était simplement pour résumer que traditionnellement les valeurs de l'hôpital sont contre-productives au sens strict du terme, et que les valeurs du nouveau management sont plutôt vers la productivité. C'est plutôt simple. C'est pour résumer ce que je viens de dire. Donc, a priori, il n'y a pas de grande nouveauté. Et là, c'est le problème des gens qui vont partir à midi, c'est qu'on aborde le fond du sujet. Est-ce que vous avez des questions voilà. Je ne vais pas laisser de temps pour faire un grand débat à la fin de la séance. Je vais plutôt prendre le temps d'expliquer cette partie-là. Donc, posez vos questions au fur et à mesure. Si vous n'avez pas de questions, j'enchaîne. C'est bon ? Ok. Qui était là aux 10 heures de l'éthique ? Comme ça, je peux zapper rapidement. Pour tous les autres, du coup, je vais définir quand même le problème de l'ambivalence du discours technique. Pour moi, c'est très très important de vous faire, de partager ça avec vous. Encore une fois, l'un des messages de la présentation, c'est les techniques de gestion, votre quotidien, sont des objets qu'on peut critiquer. C'est pas naturel, c'est pas parce que c'est le dernier truc à la mode, mais tout comme on peut critiquer le discours du bien-être au travail, du bonheur partout, etc. etc. On critiquera ça ailleurs, mais si vous voulez, on peut critiquer les discours de gestion. Alors pourquoi ? Je vais passer rapidement, parce que ces techniques-là sont des techniques au sens philosophique du terme. Donc là, je reprends les définitions que Jacques Ellul a posées dans son livre « Le système technicien ». Le discours gestionnaire, c'est un discours technique. La technique, c'est un phénomène global où qui voit la plupart des individus se tourner uniquement vers la recherche de l'efficacité. Donc les valeurs ne sont plus des valeurs traditionnelles, religieuses, morales au sens large du terme, etc., qui sont plus des valeurs qui sont orientées par les principes, qui sont plutôt tournées uniquement vers un certain pragmatisme, et notamment la recherche d'efficacité. Et ce qui est très important dans la définition que donne Jacques Ellul, c'est que la technique, il faut arrêter de la penser comme étant uniquement quelque chose qui est caractérisé par des machines, par du matériel.
Alors vous allez voir, j'ai fait un travail monstrueux d'illustration. Ah ouais, non mais ça doit... Mais je peux pas vous révéler tout de suite. Mais c'est juste pour illustrer. Vraiment, je suis pas très très bon en graphisme. Donc retenez ça. La technique, c'est pas que le scanner, la seringue, etc., etc. Ça, c'est une vision, c'est la vision industrielle qu'on a de la technique. Donc la plupart des critiques qui sont relatives à la technique elles sont plutôt tournées vers la machine. Ce qui est très intéressant avec le discours de gestion, c'est que c'est une technique, mais qui est immatérielle. Et donc Jacques Ellul posait que la technique, donc avec un grand T, c'était tout ce qui était autour de la gestion, la comptabilité, la communication, le marketing, etc., etc. Donc tout l'immatériel, les formations de gestion, les manières financières d'aborder les choses sont un discours technique. Je ne vais pas plus loin. La seule valeur de la technique, c'est l'efficacité, en tout temps. Ça, on l'a bien abordé tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. Et ce qui est important, et c'est là où on va raccrocher avec la thématique de la liberté, c'est qu'on se rappelle tous que dans la plupart des discussions autour de la technique est censée libérer l'homme. Vous avez je sais pas, alors au début, rappelez-vous, l'homme vole le feu aux dieux pour pouvoir se protéger, faire cuire, etc., etc. Donc ça, c'est le mythe de Prométhée dans le Protagoras de Platon, qui est plutôt bien connu. Et à chaque fois qu'on invente un outil technique, il est censé mettre une distance entre l'homme et la nature pour que celui-ci puisse maîtriser la nature. Et tout bête. Par la maîtrise de la nature, il s'éloigne d'une condition naturelle et il commence à poser des bases de la civilisation. Bon, ça, c'est plutôt connu. Ce que montre Jacques Ellul, c'est que la technique devient non plus, la technique moderne en tout cas, ne devient non plus un outil d'émancipation par rapport à la nature pour dégager du temps pour l'homme, mais que ça devient un outil d'aliénation où l'homme devient dépendant du milieu technicien. Et selon moi, ce discours-là, qui est un discours du XXe siècle, s'adapte tout à fait à l'hôpital. C'est-à-dire que la plupart des outils gestionnaires qui sont diffusés dans les établissements de santé, en fait, créent les conditions, ou créent un conditionnement, pour être plus exact, pour les soignants, qui limitent leur champ d'action à une réponse technicienne. Ça, on l'a vu, tout est mis en forme, pour revenir à l'excès de formalisation, tout est mis en forme pour que vous n'ayez pas d'autre choix que de répondre à cette mise en forme. Typiquement, on va choisir des critères précis qui seront homologués et vous devez répondre qu'à ces critères et pas à d'autres. Et toutes discussions qui seront autour de ces critères seront vues comme une désobéissance vis-à-vis de votre fiche de route, feuille de route, comme vous voulez. Donc c'était ce que je voulais poser comme base théorique, c'est qu'il y a une forme de conditionnement et que ce conditionnement, en fait, il va vous poursuivre aussi dans votre vie privée. Vous avez une multitude d'outils à votre disposition pour traverser la vie, pour aller vite. Et vous allez tous aller sur les mêmes sites, vous allez tous rationaliser pour avoir le billet d'avion le moins cher. Et mine de rien, petit à petit, il y a un gommage de toutes les situations autres que celles qui sont communément acceptées par les outils relatifs à l'efficacité. Et donc on a tous les mêmes réflexes et on fait tous des copiles, chacun de notre côté, et on trouve ça très très bien comme méthode de gestion de projet, etc. etc. Et quelqu'un qui voudrait faire autrement sera forcément vu comme étant plutôt désobéissant. Et c'est tout l'enjeu de la critique de Jacques Ellul, c'est de montrer que la technique, c'est un mot d'ordre, mais un mot d'ordre au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'on vous donne l'ordre d'agir en fonction de certains critères. Bien sûr, vous êtes libre de le faire. Mais si des millions de personnes sont libres de faire exactement la même chose, je ne sais pas si ça s'appelle toujours de la liberté.
Ce que disait Jacques Ellul aussi, c'est, je crois l'avoir abordé tout à l'heure, c'est que le discours de la technique est toujours ambivalent. Vous ne pouvez pas séparer les effets positifs des effets négatifs. Et c'est là, je pense, le cœur du problème du discours gestionnaire actuel, c'est que vous avez toujours une partie qui vous plaît, et c'est toujours une partie qui ne vous plaît pas, et vous ne pouvez pas vous séparer en fait des éléments négatifs du discours technique actuel. C'est ce qu'on va essayer de montrer dans l'heure qui reste. C'est pour ça que j'ai fait des super dessins. Déjà, c'est pour avoir une respiration. Et deuxièmement, pour vous montrer que ça, c'est les éléments techniques qu'on rencontre habituellement à l'hôpital depuis des plombes, et que vous avez tous ces nouveaux éléments techniques qui sont tout aussi coercitifs. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit d'ausculter un patient. Du coup, je ne suis pas médecin. De toute façon, je parle en naïf. Mais quelqu'un qui vient, qui présente des douleurs, vous allez vous dire, bah oui, je vais faire un scanner. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire, non, je vais le palper, on verra bien, je vais le mettre au soleil. Non, en fait, tout le monde va passer par un scanner. Ça, c'est ce qu'on appelle un monopole. C'est-à-dire que vous allez... maintenant, votre pratique est devenue quasiment naturelle. Vous allez passer par tout un protocole en vous disant, de toute manière, ça, c'est la base. Et dès qu'on vous parle d'hypnose ou de médecine chinoise, vous allez dire, ça va, c'est pas rationnel ton truc, de toute manière, c'est pas dans le protocole. Bref, toutes les sciences autres qui pourraient arriver à l'hôpital et qui heurtent la rationalité technique vont passer pour conservatrices, archaïques, voilà, c'est pas notre manière de fonctionner, etc., etc. Et le grand public a besoin de ça. Et le grand public a besoin de ça. C'est encore plus grave que ça, parce que si un médecin ne suit pas, on ne suit pas les protocoles, et que malheureusement ça se passe mal, Il sera responsable. Oui, absolument. Donc la question, c'est comment sortir du protocole. Parce que c'est ce protocole, en fait, qui généralement est couplé à la responsabilité civile et pénale. Et du coup, vous ne pouvez pas en sortir. sauf à démontrer quand on est autrement, on n'a pas de Ouais. Et du coup, vous avez certains cas judiciaires où certaines personnes sont sorties du protocole en disant « oui, mais ça marche ». Et vous avez toute une batterie de gens qui disent « oui, mais c'est hors protocole ». Et du coup, vous avez un conflit éthique où vous ne regardez plus la finalité, mais quelqu'un qui est jugé en dehors des clous, ou en dehors de la réglementation, et qui, même en vous prouvant qu'il a réussi à soigner, sera considéré comme fautif. Et c'est des symptômes, en fait, ou c'est même quasiment des symboles de oui, mais il y a d'autres manières de faire, mais ces autres manières de faire se limitent et elles deviennent quasiment invisibles. Voilà, c'est simplement pour vous rappeler que le discours technique, c'est le discours actuel, et que l'orientation économique, le discours de l'économie est aussi un discours technique. Et si on se figure que l'économie est aussi un discours technique, on peut parfois poser la question de sa légitimité. C'est tout l'enjeu de la présentation. Donc je vous ai remis les principaux questionnements sur le discours technique à l'hôpital. Et je n'ai pas mis la référence, mais c'est du coup Jean Baudrillard qui posait la question pertinente à mon sens dans le système des objets, où en fait il montre qu'il faudrait toujours avoir un système technique qui est couplé à la progression ou à l'amélioration des conditions de vie sociales. Et du coup, il posait cette question-là, est-ce qu'on peut envisager une société où le système technicien se développe en toute autonomie, laissant le progrès social, au sens large du terme, au banc de l'évolution globale. Et c'est la question qu'on va se poser pendant la dernière heure. Voilà, c'est le moment où les gens qui partent à midi déjà vont être stigmatisés. Ouais, bien sûr, ouais, on se revoit, ouais, bien sûr. Merci. Merci. C'est bon, les autres restent. Vous pouvez partir si vous souhaitez. Je ferai pas de stigmatisation. Alors, la dernière partie de ma présentation, elle est censée raccrocher avec une problématique moderne. Et vous allez en entendre parler. Quelque chose a émergé dans le secteur privé qui arrive à l'hôpital, c'est l'entreprise libérée. Vous avez déjà entendu parler de l'entreprise libérée. En tout cas, que vous en ayez entendu parler ou non,
C'est quelque chose qui se développe. Alors, il y a quelques livres, j'en avais mis un d'ailleurs, sur vous savez, sur la présentation graphique là, de tous les livres qui parlent de libération. Il y a quelqu'un qui est professeur à l'ESCP, hein, Isaac Getz, qui a écrit pas mal sur l'entreprise libérée. Hein, si vous voulez vous intéresser, regardez simplement ses entretiens sur Internet, ça suffira. Et en fait, il montre, et c'est là où ça devient intéressant, il montre qu'en laissant les individus libres, l'entreprise fonctionne bien. Donc je vous ai remis sa définition, qui est dans son livre principal sur l'entreprise libérée. Une entreprise libérée, c'est celle où les salariés sont libres de faire ce qu'ils pensent être bon pour l'entreprise. Alors tous les termes sont très importants. Sans y être contraints par une hiérarchie ou par des procédures. Je vous laisse le reste. L'entreprise libérée, c'est l'anti-bureaucratie de l'administration publique telle qu'on l'a définie au début de l'intervention. C'est l'exact opposé. Alors, ce qu'on peut analyser, c'est que, en gros, libérer une entreprise, c'est faire sauter les verrous, toutes les contraintes juridiques notamment. On essaye de redonner le pouvoir aux agents qui font véritablement la production. C'est là où le discours est ambivalent, c'est que vous avez une logique de marché qui va s'introduire. Alors, dans la sphère sanitaire, c'est une sphère qui est plutôt non marchande. Donc on va faire venir une logique économique, favoriser l'individualisme et le développement personnel. Donc ça, c'est vraiment le discours libéral. La plupart des figures de représentation sont dévalorisées, directeur, encadrement, représentant du personnel, etc., etc., au profit de l'activité. On valorise uniquement le réel. On valorise uniquement la valeur ajoutée produite par l'entreprise. J'espère que ça vous rappelle quelque chose qu'on a vu tout à l'heure. La question qu'on peut se poser, c'est qui libère ? Alors, c'est là où c'est plus compliqué. Il y a forcément quelqu'un qui va libérer l'entreprise, le directeur, le cadre. La question, c'est pourquoi la libération ne vient pas des employés eux-mêmes ? De l'autodétermination, de l'autogestion, ce qu'on peut aussi voir, en tout cas ce qu'on a déjà vu dans certaines expériences dans l'histoire. Et surtout, pourquoi libérer l'entreprise privée ? Pourquoi libérer une organisation de travail ? Eh bien, mine de rien, cet esprit un peu libéral, c'est ce qu'on a déjà vu avec le lean management. Et c'est là où on va essayer de réfléchir sur est-ce que nous, on peut l'adapter à l'hôpital public et quelles sont les limites. Excusez-moi, mais Ouais. cette entreprise libérée, c'est extrêmement pervers. Parce qu'on fait porter pour notre groupe de personnel la notion de faire cette production-là. Alors, et donc, ce que je veux dire, c'est que si ça ne produit pas, c'est uniquement la faute de ceux qui produisent. C'est d'une perversité. Oh, c'est génial. C'est le prochain truc à la mode, hein, je vous le dis. Et nous aussi, on nous dit déjà qu'on ne produit pas assez, on peut passer d'activité, tout ça, c'est la faute du bureau, etc. Mais c'est déjà le discours, hein, bien sûr. Mais c'est la version radicale. Absolument. Ouais, tout à fait. Non, et puis, alors, on va l'aborder parce que moi, modestement, j'ai essayé de le mettre en place à l'hôpital. Mais, ouais. L'horreur. Non, mais que dans l'administration, je vous rassure. Mais ça va s'étendre. Bien fait pour eux. Non, moi, je trouve ça très intéressant. Absolument. Vous allez voir, je suis un monstre, en fait. C'est vrai, c'est très, très pervers. Non, mais je n'ai pas dit que... De toute façon, c'est ma dernière intervention. Après, voilà, je postulerai en Bretagne et ce sera très bien pour moi. Ce qui est très intéressant avec le discours libéral, c'est que tout le monde va l'accepter. Les employés sont au pouvoir, nickel. Même pas besoin de représentants du personnel. Et en plus, on leur dit qu'ils font ce qu'ils veulent dans l'entreprise. C'est sa définition, hein. Ils sont libres de faire ce qu'ils pensent être bon pour l'entreprise. C'est pas pareil.
Donc on va essayer de voir si on peut le faire dans un établissement public. Si on les faisait vraiment participer, ils participeraient au projet de l'entreprise, en fonction des compétences qu'il y a et de la finalité de l'entreprise. Et là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, on se décharge sur eux. Et si ça ne marche pas, tant pis pour vous, mais c'est votre responsabilité uniquement. Et je vous invite à vous renseigner sur les expériences d'entreprises libérées, parce que du coup, ça commence à être diffusé dans la presse généraliste. Et vous voyez des petites start-up. Alors, il n'y a que des biais, je vous le dis tout de suite. Il y a des petites start-up où il n'y a que des cadres sup qui sont en autogestion. Il y a des petites entreprises avec des petites équipes qui produisent un bien très standardisé et qui sont aussi quasiment en autogestion. Et alors, je ne sais pas si on peut retrouver le reportage facilement, mais il y avait un reportage sur Arte qui s'appelle « Le bonheur au travail ». Et vous allez voir des gens qui vous disent « Bah oui, nous, on a supprimé l'encadrement supérieur, on est en autogestion, tout se passe bien pour nous, etc., etc. » Et vous avez actuellement des expérimentations dans l'administration. Alors moi, j'ai essayé de le faire, donc j'ai publié sur le sujet, je vais publier un bilan dans les semaines à venir dans la gestion hospitalière, et j'ai appris que la sécurité sociale belge avait aussi libéré son administration. Et j'entends de plus en plus, alors ça me fait plaisir, mais je connais les limites, c'est pour ça que je vous fais la présentation tout de suite, parce que c'est un discours que j'essaye aussi de critiquer. On entend de plus en plus un truc qui s'appelle le management agile. Ah, ça fait trop bien, c'est génial. Ouais. Mais de toute manière, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les gens s'ennuient, donc le premier truc à la mode, ils se jettent dessus en disant c'est la solution pour l'hôpital public. On va faire des managers agiles. Agile, adaptabilité, flexibilité, etc., etc. Donc, moi, mon propos, c'est simplement d'être toujours vigilant. Attendez, ça va être génial. C'est le moment fort. C'est le truc qui... Ouais, je sais. C'est palpitant, mais à la fin, vous n'allez rien apprendre. Donc la définition de... En fait, ce qui est intéressant, dans le fond, c'est le discours libéral. Le discours libéral, qui a beaucoup été mis en avant avec les élections présidentielles, et tant mieux, il faut savoir ce qu'il signifie. C'est pour moi le point d'intérêt de la discussion. Économiquement, alors là, du coup, le discours libéral est très ambigu. Il est ambivalent. Restons sur ce mot-là. Économiquement, libéraliser à l'hôpital public, ça veut dire quoi ? C'est les principales critiques qu'on trouve, c'est-à-dire on libéralise la fonction publique, on remet en cause les contraintes juridiques et financières, on essaie de trouver d'autres marges de manœuvre, d'autres types de recettes. On se dit quand même, le statut de la fonction publique, c'est un peu trop rigide, il faut le libéraliser. Donc on essaie de mettre fin à l'emploi à vie des fonctionnaires, on essaie d'assouplir le code des marchés publics. Ça, c'est ce qu'on appelle économiquement une libéralisation. Encore une fois, pas de jugement de valeur. Mais libéraliser, ça signifie ça. On essaie de valoriser la performance, on rémunère l'activité, etc. C'est des choses qui sont là. Enfin, je veux dire, on révèle aucun secret. Le problème avec le discours libéral, c'est qu'il est très attirant pour l'individu, puisque moralement, le discours libéral, c'est on fait disparaître la hiérarchie. La hiérarchie, tout le monde trouve ça pénible. Pourquoi dire non ? Donc on fait disparaître la hiérarchie. On enlève l'encadrement transversal, qui est toujours là pour nous embêter et mal faire les plannings. On enlève les dépenses d'expertise parce que c'est des coûts de contrôle. Moi, c'est mon discours. Vous allez voir, c'est difficile d'aller contre. Donc, on enlève tout ce qui est formation, etc., etc. De toute manière, on fait confiance aux gens du terrain. Donc, pourquoi les former, qu'est-ce que je vous dise ? Par contre, on revalorise tout ce qui est autour de la production, les cadres de proximité. Alors, comment on les revalorise ? C'est l'une des limites. Et les agents opérationnels. Donc, on rend toute la structure qui, traditionnellement, était verticale en structure horizontale, on fait de la démocratie directe, etc., etc. Qui peut être contre ce genre de discours ?
Ça serait conservateur de s'opposer à ça. Ça, c'est un discours ambivalent. La question, c'est est-ce qu'on peut faire juste le côté moral sans le côté économique? C'est la vraie question de l'hôpital public. Pour le moment, ça va? Alors, c'est là où vous pouvez me lancer des pierres. Oui, je voulais revenir sur la transversalité que Ouais. juste avant. Ça veut dire qu'on part du principe que toutes les personnes qui sont en transversal, quand les équipes sont en transversal, n'ont aucune utilité. Ouais. C'est ça l'idée. Et pourquoi? Parce que elles sont sur des fonctions qui ne sont pas strictement... Productive. ouais. Sauf qu'il n'y a pas d'idée sur la production secondaire, c'est-à-dire que Absolument. mettre de l'huile, enfin, on ne va pas au bout de la réflexion Non. avec la production. Mais comme d'habitude. Comme d'habitude, parce que l'humain, c'est ce temps-là. Oui, et par exemple, dans un centre hospitalier universitaire, vous avez des fonctions non productives. La recherche, alors généralement, vous avez des fonctions qui sont protégées par les missions d'intérêt général, qui n'augmentent pas tous les ans, hein, vous avez bien compris, mais vous avez des fonctions qui sont protégées pour faire de l'innovation et de la recherche. Mais on va toujours s'interroger sur tout ce qui est ambulatoire et qui n'est pas lié directement à la production. Le temps psychologue. Pas immédiatement, mais elles sont productives. Et oui, bien sûr. Les animaux de recherche sont productives, ne serait-ce que par l'amélioration de la qualité du soin. Et parce que ce qu'on fait ici est censé développer des connaissances et améliorer les pratiques. Parce que ça Absolument. se mesure pas, ce travail. Et parce que ça ne se mesure pas. Absolument. On va vous dire, ah oui, mais elle est sur des fonctions transversales. Alors le directeur, bien intentionné, va se dire, d'accord, je prends son nom. Quelle fonction transversale? Ah, ça parle beaucoup, ça produit pas beaucoup. Après, on pourra toujours dire, dans un système tertiaire, produire un rapport, c'est une production. Mais dans un système économique, produire un rapport, non. C'est produire un acte de chirurgie valorisé. Donc on va s'intéresser à tout ce qui n'est pas productif. Mais c'est le discours du lean, hein. Moi j'invente rien. Alors, du coup, on va essayer de critiquer. Alors, comme je suis un méchant, est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Ça va? Pour les gens qui sont dans le fond? Pas trop, hein. Ok. Alors, ce que j'ai fait dans ma direction achat logistique, je me suis dit, tiens, on va tester l'entreprise libérée. Et alors, donc quand je suis arrivé en 2014, j'avais un adjoint au directeur et j'avais 7 secteurs à gérer avec un cadre supérieur, si vous voulez, un cadre de proximité, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, cette histoire d'entreprise libérée, je vais faire l'hôpital libéré. Alors, je ne vais pas aller dans les soins directement parce que, bon, hein, j'ai pas trop envie de me faire chasser, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, j'ai décidé de le faire dans mon administration, pure et dure. En plus, je suis un mec sympa, je me suis dit, on ne va pas toucher les soins, on va s'attaquer à la structure administrative, puisque c'est celle qu'on ne cible jamais, ou moins souvent. Et donc, je vous ai mis la structure définitive de la direction. Alors, qu'est-ce qui a disparu? L'adjoint au directeur. Ouais. Ça, c'est pas encore officiel. C'est un peu difficile. Mais bon, j'en ai parlé. Hein. Non, en fait, vous avez une suppression de l'adjoint au directeur. Alors, suppression, c'est le terme méchant. Non-remplacement à son départ. Et ce que j'ai fait, c'est... Je suis allé dans les services. Alors, parce que la suppression de l'adjoint au directeur, moi, je me suis dit, bon, bah tiens, on fait le test, l'encadrement supérieur, en fait, on n'en a pas besoin. Et donc, j'ai pris le pari de supprimer cette strate d'administration-là. Et puis, au bout d'un an, j'ai fait le bilan. J'ai dit, bah c'est vrai, en fait. La vie du service n'a pas changé. Donc, je me suis dit, c'était le signe qu'on était peut-être trop de cerveau à la direction. Personne ne m'a jamais rien reproché. Et après, je me suis dit, chiche, on va plus bas dans l'échelle hiérarchique et on va voir directement sur un service. Et là, j'ai profité de départ à la retraite, une technique basse, pour me dire, mais dans le magasin hôtelier, là où le lean s'applique aussi, pourquoi j'aurais un cadre et un cadre de proximité?
Et alors là, j'ai profité de 2 départs en disant, je fais le pari, je ne les remplace pas. Et on regarde comment ça fonctionne. Là, j'ai fait des réunions pour expliquer aux agents du magasin hôtelier qu'ils allaient se gouverner eux-mêmes et que ça allait maintenant se passer comme ça, que je leur faisais vraiment confiance et qu'ils étaient le plus proche de la production. Donc, c'était à eux aussi de réparer les dysfonctionnements quand il y en avait. Bien sûr, j'étais toujours disponible, moi et le coordinateur logistique, mais que l'encadrement intermédiaire n'était peut-être pas nécessaire. Et bien, ça s'est très bien passé. Et donc, vous enlevez, comme dans l'entreprise libérée, les strates intermédiaires. N'est-il pas une charge de travail du coup en plus Non, je ne suis pas comme ça. C'est vrai qu'il y a eu un truc en parallèle, mais ça c'est très bien. Non, il n'y avait pas d'activité supplémentaire. Et en pratique, ça faisait quoi pour votre passeport de charge? En pratique, pour les plages, pour l'organisme, tout ça, ça faisait quoi? Alors, ce qui est intéressant, c'est comme les petites entreprises que j'évoquais tout à l'heure dans les reportages ou dans les articles qu'on peut lire sur l'entreprise libérée, c'est que c'est des petites équipes qui se connaissaient plutôt bien, et du coup, le planning était facile à faire, plutôt. Voilà. Donc, si vous voulez, l'encadrement supérieur, il produisait pour la direction, mais moi, je me suis dit, non, je ne vais pas leur demander toutes les semaines l'état de la science sur la gestion des stocks. Pourquoi ? Les entreprises libérées, ça peut être des grandes entreprises, mais avec des petites unités. Absolument. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, l'expérience sur la sécurité sociale belge, alors j'ai pas accès aux détails, mais j'essaie de rentrer en contact. C'est ça, c'est que vraiment, je crois qu'ils ont 1200 agents et ils ont fait fondre la structure supérieure de l'administration à quelques directeurs, alors qu'avant, il y avait chef de service, directeur, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est comment ça fonctionne dans le temps, en fait. Et parce que c'est des effets d'annonce. Moi, j'en profite. Je veux dire, je fais de la publicité, mais il y a des biais à cette expérience qui sont, je trouve, qui questionnent en tout cas cette idée-là. En tout cas, ça a marché sur le magasin hôtelier. Ça a marché parce que depuis 2 ans, il n'y a pas de dysfonctionnement majeur. Tout est corrigé par les agents qui travaillent. J'ai pas de retour des services, donc la qualité de la prestation est toujours la même. Et comme je suis un bon élève, en plus j'ai fait de l'efficience. Donc tout le monde est content. Est-ce que vous leur avez pas des étoiles de plus de responsabilité et de sens dans leur travail? Eh bien oui, bien sûr, c'est le discours qui est plutôt positif. C'est que moi je leur ai dit, attendez, c'est vous qui faites. Et les représentants du personnel, avec tout le respect qu'on leur donne, du coup, qu'est-ce qu'ils peuvent dire, puisque je donne de l'autonomie aux agents. Du coup, ça a plutôt bien fonctionné. J'aurais pas sorti tout le discours, parce qu'ils n'ont pas besoin de la tartine, mais mine de rien, ils sont autonomes, personne ne les contrôle. Moi, franchement, j'y allais pas souvent, et ça fonctionnait bien. Et en cas de problème, on se regroupe avec les équipes en disant voilà le problème, comment on fait pour trouver une solution? Il n'y a pas besoin d'avoir 4 directeurs et 4 cadres qui descendent avec une batterie. On ne sort pas d'indicateurs, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est un fonctionnement qui laisse de la respiration. J'avais juste une question là. Est-ce qu'ils ont bien dû avoir du temps supplémentaire sur leur temps de travail pour pouvoir s'organiser, discuter, et tout ça? Est-ce que ce temps de travail a été comptabilisé? Est-ce qu'ils ont été du coup augmentés? Leur rémunération a-t-elle changé? Alors, c'est ça le problème. C'est un peu ça le biais de l'expérience. Non, alors Alors, ça n'a pas changé fondamentalement leur manière de travailler, parce que j'ai fait cette expérience-là parce que c'est un secteur qui est bordé et assez standardisé, mine de rien. Ça reste de la logistique. Il n'y a pas forcément d'imprévu, il n'y a pas de gestion de crise. C'est l'autre biais de l'expérience. Et donc, mine de rien, ils ne discutent pas beaucoup entre eux de la manière pour organiser les choses, puisque, autre biais, en fait, tout est bordé par des procédures et ils ont juste à s'y référer. Moi, ma question, c'était juste pourquoi avoir un cadre qui dit « référez-vous à la procédure ?»
vous avez qu'à le faire vous-même. Et le jour où il faut enlever un poste, vous leur dites de se signer? Ah, c'est une très bonne question. Très très bonne question. Ah, j'y avais pas pensé. Non, mais attendez. Non, mais moi, j'ai supprimé 2 postes d'encadrement. Si on me demande de supprimer un poste à la production, je leur dis, là, il va y avoir un impact direct sur la production. Vous n'y pensez pas. Donc, moi, je ne supprime pas de poste sur ce secteur. Jusqu'au jour où il y aura quelqu'un d'autre qui peut. Ah, exactement. Autre biais, qui vient d'arriver d'ailleurs. Vous avez une question? Sinon, c'était un cadre qui est fait par rapport à la responsabilité, à la rémunération, parce que Oui. plus de responsabilité, mais peut-être qu'on peut se poser la question, du point de vue des travailleurs, est-ce qu'ils ont envie d'avoir plus de responsabilités, mais ne pas être forcément rémunérés? Est-ce que c'est Bien sûr. un plus? C'est le gros problème, je trouve, de l'expérience à l'hôpital public. Moi, je trouve... En fait, la question, c'est est-ce qu'en donnant de l'autonomie, il y a assez de compensation intime pour pouvoir se passer de la rémunération? Ouais, c'est ça. Je trouve qu'actuellement, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Ben oui, c'est le grand problème. Il y avait une question derrière. Mais c'est l'autre biais de l'expérience, c'est que j'ai fait ça sur une équipe qui s'entendait plutôt bien. Ouais. Mais en fait, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est justement de tenter l'expérience et de voir quelles étaient les limites. Parce qu'en fait, c'est assez anthropologique, vous donnez de l'autonomie, mais tout le monde est pour l'autonomie. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Et le gros biais, c'est qu'en cas de problème, vous allez avoir une ligne hiérarchique qui est très directe. Je prends la main et je sanctionne. Et là, bizarrement, tout le monde se met dans le rang et il n'y a plus d'autonomie qui tienne, quoi. Donc là, il n'y a pas eu de conflit. Et pour le moment, tant mieux. Et l'autre secteur, alors qui arrive, mais j'en ai déjà parlé à la personne concernée, c'est le service central, c'est les archives. Pareil, c'est un truc très, très, très normé. C'est de la logistique. Et j'ai une adjointe des cadres et une attachée. Et ma question, c'était, est-ce qu'on a vraiment besoin de cet encadrement supérieur pour faire tourner le service? Question. Ouais. Le lead management n'a pas toujours bonne presse. Et là, vous l'associez à quelque chose de positif. Ouais. à une réflexion d'équipe. Oui. Nous, on l'a vécu avec tel domaine, donc c'est pour ça qu'on a du mal à le mettre en place. Et alors que c'est autre chose finalement. Donc, c'est pas dommage, mais le reportage sur France 2 était quand même un peu direct aussi. De donner cette image, de voyez, en titre, lead management, et en dessous de montrer j'ai enlevé 2 postes. Et voilà, moi ça me très produit, donc ça me dérange un peu. Mais attendez, c'est absolument. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais l'objectif, c'est de montrer, encore une fois, que le lean management, c'est un discours qui est issu du libéralisme. Et comme tout discours issu du libéralisme, ou comme tout discours technique, il est ambivalent. Et moi, ce que j'essaye de mettre en place, mais c'est compliqué, hein, en fait, c'est la partie positive du discours ambivalent et de réduire les effets négatifs. Donc, avec ça, alors du coup, c'est les observations que j'ai tirées de l'expérience. Vous avez le positif et le négatif, et mon objectif, c'est d'essayer de corriger ce qui est négatif. Eh bien, oui, avec le lean, j'ai réduit du personnel. Donc, formellement, on en revient toujours à la même question. Si on me dit qu'est-ce que tu as fait, je dis quand même. Et puis c'est du haut de gamme, hein, je veux dire. En disant, avec un discours extrêmement social, en disant moi je protège les vrais travailleurs, c'est eux qui sont à la manœuvre, donc je vais plutôt supprimer la classe sup. C'est un discours populiste à outrance. Mais l'autre partie du lean, et c'est ça que je vais approfondir, elle est sur l'autonomisation des agents et l'amélioration de leurs conditions de travail. Et du coup, j'essaye d'être intouchable avec ça. Mais c'est pas facile. Alors, il y a plusieurs questions. Pas de pair avec ça, alors la fin du recours aux audits externes, lorsqu'il y a problème, au contrôle externe, c'est assez peu cachés qu'ils ne sont pas forcément la compte analytique, mais ils ne sont pas.
parce que quand il y a problème, en fait, la task force, elle est dans l'équipe quand même. Ouais. Ouais. On fait un atelier. C'est le nouveau truc à la mode. Autre question. Est-ce qu'avec ce principe de redonner de l'autonomie à la production, en supprimant les intermédiaires, est-ce qu'il n'y a pas un risque, d'un retour à la loi du plus fort, dans la mesure où, un peu, moi je pense à l'organisation au fond de la mine il y a un siècle, où on avait un ingénieur à Tournon qui après se débrouillait entre eux à la production. Mais ce n'était pas toujours aussi rose que bien. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de retour de... Si. En fait, ils vont régler leur compte entre eux. Absolument. Avec la violence inhérente au règlement de compte. Absolument. Alors, c'est l'un des biais de l'expérience. C'est qu'il y a un biais anthropologique qui fait que là, je vous dépeins un truc formel. Formellement, je vous raconte la belle histoire. Non, mais en vrai, ça se passe bien. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas ce type d'autonomie. Et en plus, moins vous contrôlez, et c'est votre rôle en fait, en tant que représentant de l'institution, moins vous contrôlez, plus vont se développer des micro-stratégies entre les agents pour avoir moins de travail ou plus d'autorité. Et c'est ce qui a été d'ailleurs ressenti par l'équipe. Donc en fait, rapidement, j'ai nommé un référent. Non, mais aucun suspense. Et là, il y a une autonomie parce que tu sais, le travail du temps. Bien sûr. Ouais, non, mais non, mais j'ai honte. Hein. Non, mais ça reste entre nous et la caméra. Mais bien sûr, il n'y a pas de poste de référent. Mais ça se développe beaucoup, les référents. Il y a un référent virtuel. C'est lui à qui je demande des comptes en cas de problème. Mais qui n'a aucun qui n'a pas plus de pouvoir fonctionnel que les autres. Non. C'est quand même le maître dans une situation dégueulasse. Ouais, mais bon, ouais, mais à l'école, vous avez des délégués de classe, quoi. Je vois pas les problèmes. Oui, vous pouvez sur le narcissisme. Mais bien sûr, bien sûr. Oh, mais ça va, c'est un test. Vous avez des souris de laboratoire. Ouais, dites-moi, vous. Il y a un petit point qui me dérange dans votre présentation, c'est que pour en revenir au 5F de Toyota, avec le Toyotisme, ils ont eu la nécessité politico-économique de créer une usine aux États-Unis dans les années 90. Et donc, ils ont apporté des 5F là-bas. Et sur une de leurs chaînes qui était exactement la copie conforme au Japon, ils ont eu un souci sur leur chaîne, à la fois au Japon, en fait, dans leur process. Et puis en étudiant, alors là, pareil, on enlève pas mal de strates, on contrôle, etc. Et puis, ils ont contrôlé un petit peu ils ont cherché le problème, puisque là, pour le coup, dans leur process, tout ce qui est bien codifié, là, il y avait un problème. Et puis, ce qu'ils ont constaté, c'est que la baisse de production américaine a été moins faible, enfin plus faible, que celle au Japon. Alors que c'est une copie conforme des deux usines. Ok. Ça pour répondre sur l'entrepôt. Non, mais enfin, en fait, l'oubli de l'anthropologie, c'est une véritable... Enfin, pour moi, c'est une catastrophe. Et encore une fois, c'est l'une des réflexions qui est dans le bilan de cette expérience-là. C'est qu'on oublie que les individus... C'est comme ça, hein. En fait, ils ne se ressemblent pas du tout. Et c'est pour ça que l'erreur de copier le modèle japonais, il est déjà là. C'est que la culture japonaise, elle est surdisciplinée. Allez l'importer en France, non, vous allez avoir d'autres réactions. Mais ouais, déjà ça. Enfin, je veux dire, petite blague, mais qu'on arrête de se comparer aux pays scandinaves pour la chirurgie ambulatoire. C'est pareil, c'est une autre population qui a une autre culture. Il y a une éthique protestante que les gens connaissent bien. Il y a une autodiscipline. Ils ont un rapport à la santé qui est certainement autre, un rapport au corps qui est autre. Quand vous plaquez les modèles, forcément, vous allez rencontrer certaines limites. Vous avez une question, madame? Vous? Oui. Non, mais en fait, vous avez à moitié répondu. La question était, est-ce que dans une équipe, est-ce que vous avez une équipe où il y a peu d'individus, une équipe où il y en a plus, et donc c'était, suivant les personnalités, est-ce que ça marcherait mieux dans une petite équipe que dans une grande équipe C'est là où il faut bien connaître ses agents, en fait. C'est que là, vraiment, sur la petite équipe, je les connaissais et je me suis dit, il va pas y avoir de problème.
Il n'y aura pas de conflit, chacun à sa place. Et en fait, c'est aussi le mensonge de l'hôpital libéré. Qui donne des ordres c'est un gros suspense. Qui donne des ordres à l'entreprise libérée s'il n'y a pas d'encadrement? La production. Bien sûr. Mais quand vous êtes en flux tendu parce que vous êtes un super manager lean, en fait, il y a tout le temps de l'activité. Donc, en fait, il n'y a pas d'espace de discussion. Donc, en fait, c'est plus du tout les injonctions qui viennent d'en haut qui sont pénibles. C'est que vous êtes en permanence, en production constante. Vous n'avez pas le temps de faire de la démocratie. Vous n'avez pas le temps de vous dire... en fait, si je suis libre de faire ce que je veux dans l'entreprise, peut-être qu'on va faire quelque chose qui va limiter la production, mais améliorer le bien-être, etc., etc. En fait, ce qui arrive comme discours, c'est un discours extrêmement séduisant, parce que tout le monde veut être libre et que c'est difficile de critiquer la liberté sans étant taxé d'autoritaire, de sales conservateurs et tout, de méchants gauchistes. Mais en fait, laisser les individus libres, c'est aussi leur enlever toute une partie de la protection que l'institution pourvoyait. Dans ce que vous avez rapporté, sans cesse, il y a en opposition l'encadrement et l'autonomie. Or, il existe quand même un modèle de management qui s'appelle le management participatif, où finalement l'encadrement sert à construire. Mais c'est ma conclusion. Enfin, rassurez-vous. mais rassurez-vous. Non, mais sinon, parce que moi, je pouvais aussi proposer la suppression de mon poste. Hein. D'ailleurs, je l'ai proposé, mais personne ne m'écoute. Mais oui, c'est la conclusion de l'expérience. Je vous rassure. Vous avez le livre Créateur de monde de Solé, sauf erreur, si vous l'avez lu, où il fait un parallèle en fait avec les peuples primitifs en Amazonie ou n'importe, où en fait ils sont tous égaux et libres. Libres en fait, quand on extrapole, ils sont libres parce qu'ils n'ont pas de chef. Et ils sont donc égaux, libres parce qu'ils n'ont pas de chef et parce qu'ils n'ont pas d'économie. Donc ils ne se créent pas de besoins superficiels, donc ils n'ont pas besoin d'avoir d'argent, donc ils ne sont pas du tout dans les mêmes systèmes que nous. Quelque part, pour être réellement libre, est-ce que soit on n'a pas de chef, mais du coup, il n'y a plus de système marchand, il n'y a plus d'économie. À partir du moment où on parle de production, on n'est plus dans la même type de liberté, donc forcément, il y a peut-être un chef. Mais en fait, c'est ça qui est... la discussion de fond, c'est une discussion qui est soit anthropologique, soit politique pure et dure, quoi. C'est-à-dire que pourquoi le discours de l'entreprise libérée, il vient que dans l'entreprise? On en revient toujours à la même chose. Dégagez-vous du temps libre à l'hôpital. Vous voyez ce que vous allez récolter. Ah non, mais moi je me suis dégagé 1 heure. Non, profitez-en pour faire autre chose de productif, quoi. Vous perdez votre temps, etc., etc. C'est pour ça que le discours sur l'entreprise libérée, il est biaisé. Enfin, ça marche bien dans les startups, où il n'y a que de la classe sup, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils font, les startups? Ils essayent de faire de la production en permanence, quoi. Nuit et jour, etc., etc. Mais l'ubérisation, parce que finalement, l'entreprise libérée, c'est un peu ça. L'ubérisation, c'est vous êtes libre d'être un travailleur 24 heures sur 24, pas de patron, pas de sécurité sociale, bref, mais vous faites ce que vous voulez. Et en fait, on voit que des gens qui sont en manque d'institutions, qui sont en concurrence permanente, etc., etc. D'où ma conclusion sur le retour à l'institution. Non mais ça va, c'est bon. Non mais j'ai fait ce que je pouvais pour être un salaud. Mais, non, les gros biais, c'est ceux que vous avez évoqués. Moi, je trouve ça injuste de ne pas pouvoir rémunérer les agents, parce que vous avez quand même dégagé de la marge financière en plus. Donc, mais même comme vous l'avez dit, dans une administration, il n'y a pas d'intéressement. Mais les producteurs dans une petite entreprise qui sont en entreprise libérée, généralement ils sont trop contents parce qu'ils ont un intéressement en fait à l'activité. Donc c'est pour ça qu'ils sont en plus pas libres. C'est que de toute manière ils produisent énormément, mais ils ont un intéressement. Donc en fait ils sont absolument pas libres de choisir pour l'entreprise une politique qui serait contre la production ou qui serait contre la rentabilité. Ou alors ils s'adaptent, mais de toute manière eux ils sont liés par ça. Mais à l'hôpital, moi je leur ai dit, vous êtes libre, vous êtes autonome, et en plus j'ai fait mon efficience et j'ai tout rendu. Mais premièrement, il n'y a plus de poste d'encadrement, donc si les gens veulent devenir cadres, je leur dirais qu'il n'y a plus de poste.
Donc c'est une vraie difficulté pour ceux qui veulent progresser. Et deuxièmement, en me disant, vous me donnez toute la responsabilité, mais est-ce que vous me donnez le salaire qui va avec? Je vais leur dire, non, vous avez déjà l'autonomie. Enfin, je veux dire, un pins sur la veste, c'est quand même beaucoup plus important. Et c'est assez injuste. Mais si on développait un modèle de prime, ça pourrait fonctionner. Les gens seraient en plus mieux payés avec une partie de la marge que vous avez faite sur l'encadrement supérieur. Et je trouve que ça serait déjà un modèle plus équitable. Ça existe. Et à Paris, il y a la surprime, par exemple. Nous, on a il existe une prime d'intéressement. Ouais. J'avais choqué quand en infirmière, on avait reçu les papiers. C'est quoi une prime d'intéressement au chiffre? Honnêtement, infirmier dans un centre hospitalier, ça existe. Parce que le pôle était en positif. Le pôle n'était pas valable pour tous les secteurs. Ils avaient redistribué. Mais à tout le monde. Du pôle. Du pôle, ouais. Mais dans les pôles médicaux se développent des systèmes d'intéressement. Alors, c'est souvent, on se dégage une marge et vous pouvez faire libre. En gros, vous pouvez faire ce que vous voulez des 40 000 euros. Généralement, on s'achète un équipement que l'établissement n'a pas réussi à vous financer par ailleurs. Donc, c'est pareil. Ou alors, vous allez payer l'intérim que l'établissement ne veut pas vous concéder en cas de crise. Mais vous ne pouvez pas faire autre chose qui n'aurait rien à voir avec la production. Je ne sais pas, partir en séminaire avec tout le pôle pour les féliciter, etc. etc. Généralement, c'est de l'investissement mis dans la production. Mais c'est vrai que se développe ce modèle-là. Mais moi, je parlais vraiment de concrètement, à la fin du mois, sur ma fiche de paye, est-ce que j'ai plus, quoi. Et bien ça n'est pas encore possible. Et c'est pour ça que le modèle, pour moi, a quand même ses limites. C'est peut-être pas la solution. Non, c'est sûr. La prime, c'est peut-être pas la solution parce que le but d'une entreprise libérée, si on estime que c'est un côté positif, c'est d'augmenter la vie au travail, d'être mieux dans la vie au travail. Et d'être mieux dans la vie au travail, c'est de pouvoir disposer d'un espace de liberté, d'avoir du sens dans ce qu'on fait, et d'avoir un certain degré d'autonomie. Mais la prime, elle va faire choix. Elle va remettre de toute façon la productivité des gens. Bien sûr. Dans cette qualité-là, qui est une qualité d'être bien compris en adéquation entre ce qu'on veut faire et ce qu'on voudrait faire. Parce qu'on peut faire ce qu'on voudrait faire, c'est pas la prime. Au contraire, ça va déséquilibrer. Oui, la prime, ça peut être aussi productif. Hein. On sait bien, bien sûr. On incite à lire et donner de l'argent, ça n'a plus de sens. Oui, c'est vrai. Il y a un poste pour ça, il y a quelqu'un qui est là pour coordonner et il est payé pour ça. Et il est fait pour que les autres puissent, dans l'équipe, il y ait l'esprit d'équipe. Parce que c'est ça qui donne la qualité du soin. On a quand même démontré qu'une bonne équipe a une qualité de soin qui est supérieure à une mauvaise équipe. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est pas parce que vous allez. Enfin, non, c'est pas avec la prime, c'est que chacun ait une place, puisse faire son travail. En fait, pour répondre à votre question, le fond du sujet, c'est avec des propositions libérales comme celle-ci, qui sont séduisantes, très sincèrement, vous pouvez créer une solidarité uniquement négative, c'est-à-dire que les gens sont atomisés, ce sont des atomes, et ils interagissent entre eux uniquement dans le but d'accroître la production parce qu'on leur a dit d'une manière détournée, soit d'obtenir une prime à la fin d'année. Et en fait, cette solidarité, elle est négative. La vraie question, je trouve, pour l'institution, pour l'encadrement, c'est de savoir comment en fait, on fait une solidarité qui n'est pas basée sur des stratégies personnelles d'opportunisme. C'est beaucoup plus compliqué. C'est le plaisir de faire du bon travail. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est absolument. Distribuer la fonction contrôle, et ça peut générer de la souffrance pour chacun. Oui, parce que dans les open space où chacun surveille chacun. Absolument. Et tout le monde est surveillé par tout le monde. Et pourtant, en open space, on va vous dire que vous êtes libre de choisir votre place au bureau. C'est hyper toxique. Mais bien sûr, mais on le sait maintenant parce qu'il y a plein de choses qui se sortent dessus. Mais il y a 10 ans, c'était un discours super sympa. Et qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en open space? Vous avez beaucoup moins d'éléments personnels. Et du coup, et c'est le sens de mon propos quand je critiquais les fonctions du libéralisme, du coup, vous avez des gens interchangeables. Et du coup, vous avez des gens qui sont impersonnels
Et du coup, le libéralisme cache ses mauvais côtés, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, avec le libéralisme et un discours sur l'épanouissement personnel, le bien-être, créer des gens complètement neutres, qui sont interchangeables et uniquement tournés vers la production. Et voilà, le grand stratagème. Oui. Là, vous nous avez parlé en fait de la prime en fait pour pouvoir remercier en fait de leur travail les personnes. Elles savent qu'elles font partie de cette expérience parce que c'est la même expérience que vous avez faite. Est-ce que vous leur avez posé la question de ce qu'ils souhaitaient? Est-ce qu'ils étaient plus heureux maintenant ou mieux en fait dans leur travail maintenant qu'avant? Et vous posez une bonne question de méthodologie, parce que c'est l'une des questions qu'on doit me poser, et j'ai mal fait mon travail sur ce sujet-là. C'est que je n'ai pas expliqué conceptuellement en fait ce que je faisais à l'équipe. Donc j'y suis allé, j'étais que en immersion. C'est-à-dire que je suis allé les rencontrer en leur disant voilà le fonctionnement. Je n'ai pas parlé d'entreprise libérale. Après, les gens peuvent se renseigner, hein, tout est publié. Mais je sais très bien que c'est les agents qui n'iront pas se renseigner comme vous. Ils ne vont pas taper mon nom sur Internet et se dire oh, je suis dans une expérience, c'est l'enfer. Je ne leur ai pas expliqué ça comme ça. Pourquoi je ne l'ai pas fait comme ça? Parce que je pensais, et je ne sais pas si j'ai raison, hein, je pensais qu'il y aurait un biais. Oui, maintenant, a posteriori, c'est peut-être quand même possible de leur demander qu'est-ce que ça leur a apporté, quelles sont les choses qui ont changé pour eux, parce que là, le positif ou le négatif, je ne sais pas si c'est ce que vous en avez retiré, ou est-ce que c'est aussi une part de leur réflexion et en fait peut-être rencontres que vous avez eues avec eux et pour lesquelles vous avez été. Et c'est là où je vous... non, mais je l'avoue, hein, j'ai fait ça seul. Mes cadres savent très très bien ce que je fais, puisque pour le coup, eux sont concernés. Mais en fait, c'est un biais... en fait, si vous voulez, je suis parti d'un biais dans les politiques économiques. Dans les politiques économiques, quand on explique ce qu'on va faire, ça a moins d'impact que si on le faisait sans l'expliquer. Voilà, il y a des effets de résistance. Et je me suis dit, si jamais je propose une expérience en disant c'est une expérience, alors il y a un côté manipulateur. Hein. Enfin, moi, je cache strictement rien de ce que j'ai fait. Hein. Mais je me suis dit, en venant comme ça, il va y avoir des biais rationnels qui vont apporter soit des réticences, soit des questions. Et ça, voilà, j'ai pas envie qu'on me pose des questions, puisque vous avez bien vu, moi je suis un libéral autoritaire. Parce que les gens oublient que le libéralisme peut être autoritaire. Et c'est au bout de 2 ans, quand j'ai quitté la direction, je suis allé les voir, mais je n'ai pas fait une enquête pour leur dire, 2 ans après, non, c'est que de l'immersion. C'est-à-dire que ça se passe très bien, merci beaucoup, etc., etc. Dans les faits, je me suis projeté à leur place et je me suis dit non, c'est pas vrai. Ça se passe très bien, certes, dans le fonctionnement du service, mais j'ai de la chance qu'ils ne soient pas venus réclamer une compensation autre que la baisse du contrôle et de l'encadrement et un degré d'autonomie supplémentaire. Je pense que j'ai de la chance. Et la reconnaissance du directeur. Et la reconnaissance du directeur qui vaut, qui est énorme. Qui se monnaie, enfin, je veux dire, il y a des marchés pour ça. Mais au-delà de ça, en fait, moi, la reconnaissance, je trouve ça juste comme théorie. Je pense que ça part de fondamentaux anthropologiques qui sont juste, on a tous besoin d'être reconnus. Mais je trouve que dans un ordre économique actuel, qui repose tout sur les valeurs productives et monétaires, il faut mieux payer les gens. Enfin, c'est bête, c'est keynésien comme... Enfin, je veux dire, c'est même quasiment naïf, mais moi, ça, j'y crois. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans les expériences négatives. Ça, ce ne sont pas des remontées des agents. C'est ce que moi, je considère comme étant des biais dans mon expérience. Voilà. Eux, ils nous ont dit que du bien. Mais eux, alors... Non, ils m'ont dit merci, ça fonctionne très bien, c'est tout. Ouais, mais c'est là le biais. Enfin, la capacité à verbaliser les choses.
Et attendez, parce que la question, c'est une question de fond. C'est est-ce qu'ils se sentent légitimes à me dire que ça ne fonctionne pas? C'est ça la question fondamentale. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent lever la main en disant moi, ça ne me plaît pas? Parce que c'est pervers, on vient de le dire. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? D'être libre? Pourquoi est-ce que ça vous semble impossible d'imaginer Non, c'est tout à fait possible. qu'ils se sentent payés par le bien-être qu'ils ressentent, par la reconnaissance et par la confiance en leur vie? Pourquoi ça vous semble inimaginable? Non, non, mais vous avez raison. Ça me semble pas inimaginable, mais mon sentiment actuel, c'est que ouais, bien sûr, absolument. Mais c'est vrai. C'est exactement ça. Non, mais attendez, c'est une analyse en fait, ces interventions. C'est parce que le psychanalyste est un peu muet derrière la caméra, mais là, je vous dois énormément. En fait, si on multiplie 80, bah bien sûr, non mais c'est clair. Non, mais je vous recevrai la facture. Non, mais oui, vous avez raison. Je culpabilise énormément. Je cherche à savoir si... la question, c'est à quoi sert un directeur? À quoi sert un cadre? À encadrer et à organiser les choses. Moi, je me demande en tant que directeur, moi, je ne suis pas productif. Non, mais c'est vrai, je ne produis rien. Je produis du discours. Je produis de la décision. Vous dites à quoi ça sert un cadre et ça, mais moi, je trouve que... Alors, un seul cadre pour un seul service, une seule unité, ou un directeur qui serait pour une seule unité. Et quand il s'agit de coordonner plusieurs unités, excusez-moi, il y a besoin de quelqu'un. Bien sûr. Et aussi d'organiser. Absolument. Non, mais moi, ma fonction, c'est... Moi, ma fonction, c'est... Alors, je l'ai analysé dans l'expérience. La fonction du directeur, c'est une fonction de production, de décision. Absolument. Non, mais merci de valoriser, parce que bon, c'est sympa, mais... Non, mais on est entièrement d'accord. Moi, je me suis... Vous laissez une entreprise sans une tête de stratégie... Mais c'est la même question anthropologique qu'on se pose depuis le début. Parce qu'il y a des analyses qui ont été faites sur les sociétés sans État et autres. Anthropologiquement, c'est la zone d'ombre. Anthropologiquement, les gens ont besoin d'ordre et de direction. C'est pas grave, il faut le dire aussi. Moi-même, j'ai besoin qu'on me donne des ordres et des directives. Mais j'ai appliqué à ma fonction ce que j'applique aux chaînes de production. Moi, ma production, c'est une production de décision. Alors, attention, un gros biais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la réduire. Et en réduisant la fonction de production de décision, je suis seul à décider. Et attention, parce que ça se passe exactement de la même manière, et c'est super intéressant, avec les politiques publiques actuelles. Vous réduisez le nombre de membres de cabinets ministériels, vous nommez les directeurs d'administration, vous enlevez des strates de représentants de la population à l'Assemblée, il y a trop de sénateurs et trop de députés. Ça a l'air plus efficace et en fait vous centralisez. Voilà, c'est pour ça que... Non mais moi je suis un peu... Oui. Vous avez toute la réflexion, c'est comme nous avec les procédures quand on fait faire des actes médicaux par du paramédical. Bien sûr, elles le font très bien, sauf qu'on enlève toute la partie de conceptualisation et de diagnostic. Mais moi je vais être tout seul à décider, c'est quand même très clair. Complètement imprégné et... Absolument. Mais est-ce que votre équipe a eu la liberté de vous dire non? Ou est-ce que vous avez déjà pris la décision? Ouais, franchement il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes. Je sais. À la dernière diapo, il n'y a que moi. C'est l'enfer. C'est la dernière diapo, c'est vraiment le bain narcissique, l'enfer. Non, mais encore une fois, vous posez les seules vraies questions. Je suis content parce que du coup, personne ne me les pose autour de moi, mais vous avez raison. Alors, j'avais déjà pris la décision de le faire parce que je me suis dit, je veux vraiment tester le fond de l'affaire. Je me dis, tous les directeurs, tous les cadres, ils ont toujours 5 ans de retard sur l'entreprise parce que l'administration, comme elle ne sait pas quoi inventer, elle pique sur les bonnes idées d'entreprise et il y en a de bonnes.
Et quand j'ai vu l'entreprise libérée, je me suis dit, tiens, ça va être super intéressant en 2020, j'ai qu'à le faire tout de suite, comme ça on s'épargne. Parce que c'est vrai que le vocabulaire managérial, après tout le monde se l'approprie, et les directeurs, les cadres ont l'impression d'être super modernes, et en fait c'est des idées toutes bêtes. Donc je me suis dit, je vais éviter ce truc-là. C'est dommage parce que c'est le management agile maintenant qui est à la mode, mais je ne désespère pas. Parce qu'en fait le management agile, c'est juste le management libéré. Et voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, du coup, je me suis dit, je prends les devants et j'ai saisi une opportunité pour le faire. C'est uniquement ça. Donc, tant mieux parce que ça commence à questionner. Mais en fait, c'est pas mon expérience qui est intéressante. J'essaie de me dédouaner. En fait, c'est juste se reposer la question de qui fait vraiment le travail à l'hôpital et comment on le valorise. Et c'est une question du lean, en fait. Et c'est ma conclusion. Si je peux juste finir ma présentation comme ça, puis ça me permet d'éviter de répondre aux questions difficiles. Mais oui, en fait, c'est très autoritaire, moi, je trouve. Enfin, pour moi, c'est de l'anthropologie. C'est-à-dire que les individus sont libres, ils sont bordés, mais ils ne voient plus la bordure, mais ils sont bordés par la production. Ça tombe bien, ça m'intéresse, puisqu'on est dans une économie qui le demande à l'hôpital. Donc ils le font quand même. En fait, si vous voulez, c'est du consentement. C'est librement consenti à aller critiquer ça. Je vous dis, revenir en arrière, c'est un discours conservateur. Moi, je ne suis pas pour, parce que ce n'est pas bien, les discours conservateurs. Et en même temps, j'ai supprimé toutes les strates qui sont entre moi et l'encadrement de proximité, parce qu'il y en a quand même. Et du coup, moi, j'ai la main libre. Et c'est comme tous les objets techniques. C'est que en fait, c'est pas l'objet qui est mauvais, c'est son utilisation. Enfin, c'est tout bête, quoi. Donc c'est là où j'essaie toujours de me rattraper au bout de 4 heures. C'est que oui, j'utilise des techniques de management moderne et j'essaie de bien les orienter. Et pour bien les orienter, je me heurte aussi à certaines frontières de l'administration parce que je considère que dans mon modèle de gestion, il manque une motivation économique au-delà de la reconnaissance qui, pour moi, oui, me rassurerait parce que je sais que les agents demandent aussi d'autres types de reconnaissance. Parfois, c'est très matériel. Donc, ce que je fais, c'est qu'une partie de l'efficience que je réalise, je la réinvestis sur les moyens de production. Donc, j'améliore les conditions de travail. Et en améliorant les conditions de travail, normalement, j'améliore la qualité du travail qui est fait et les prestations qui sont rendues. Mais c'est vrai que je ne peux pas rémunérer pour le moment les agents parce qu'il n'y a pas d'intéressement personnel. Alors ça, c'est l'un des gros biais. Et l'autre biais, c'est que je pense qu'on a besoin de l'institution pour protéger les agents contre eux-mêmes. En cas de conflit, en cas de prise de pouvoir. Parce que, mine de rien... Enfin, c'est une erreur de penser qu'il n'y a pas d'influence entre les agents et que celui qui a été nommé référent, ce n'est pas celui qui, par intimidation ou autre, a réussi à se faire élire référent du secteur. Donc c'est un biais fondamental. Et c'est ce que du coup j'analyse dans le bilan, c'est que c'est un discours qui est difficilement critiquable. Parce que, mine de rien, moi aussi, je demande à la fonction publique de se libéraliser. Qu'est-ce que vous faites si vous avez un mauvais élément là parmi vos agents ? Franchement. Quelqu'un qui dit non, puis attendez, vous êtes super bien payé, vous, pourquoi vous n'en donnez pas une partie ? Moi, je suis contre, je veux un cadre. Quelqu'un qui est mal à l'aise par la liberté que vous laissez. Franchement, qu'est-ce que vous en faites ? Vous ne pouvez pas le mettre dehors ? Qu'est-ce que vous avez dit à votre cadre ? Que oui, j'aimerais avoir un cadre plus présent. Ouais. Voilà. En fait, la question qui m'a été posée, c'était... parce que vous n'aimez pas avoir de liberté, vous et vos enfants, vous leur en offrez pas la liberté ? Déjà, c'est une question personnelle. On n'aurait jamais dû aller sur ce terrain. Moi, j'ai répondu, contrairement à ce que vous pensez, mes enfants aiment bien m'avoir à la maison. Ils aiment être dirigés, ils aiment avoir des règles, et je suis pareil. Mais alors, vraiment, c'est pour ça qu'en fait, on parle que d'anthropologie, appliquée à un truc qui nous intéresse vaguement, l'hôpital. Mais c'est exactement ça. C'est que vous donnez de la liberté à des individus,
si vous voulez, c'est un peu Rousseau, quoi. C'est-à-dire, est-ce que les individus sont vraiment libres dans l'état de nature et la civilisation vraiment mauvaise? Ce qui peut être repris par le discours, un discours très libéral, hein, mais laissez les individus libres. Quand vous leur demandez des choses ou quand vous les protégez, vous êtes autoritaire. C'est un discours qu'on entend. Mais en fait, vos enfants, non, en fait, ils ont besoin de règles. Et ce discours que je suis en train de vous sortir, vous le retrouvez partout, hein, dans l'éducation. Il faut laisser les enfants libres. Il ne faut rien leur apprendre parce qu'il faut les laisser plus autonomes. Et c'est en étant plus autonomes qu'ils vont être plus épanouis. Moi, du coup, je me positionne pas là-dessus. Et du coup, dans le système scolaire, vous avez exactement le même débat qu'on est en train d'avoir. Pas du tout, il faut leur imposer un cadre. Les gens sont en formation, donc il faut bien qu'il y ait des référents. Et les libéraux vont vous dire, pas du tout, il faut les laisser gambader dans la nature, et on verra bien le résultat au bac. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Laisser les individus libres, puis balayer un peu le code du travail, les marchés publics, tout ça, le statut de la fonction publique, vous verrez bien, ils vont se concentrer autour de la production, et ils vont être tout aussi productifs qu'avec toutes vos règles, toute votre autorité, etc. etc. Et donc c'est un vrai débat de fond entre ceux qui pensent que l'individu est libre et ceux qui pensent que l'individu doit quand même avoir une référence. Et je confirme, je pense que l'individu, en fait, il est libre, c'est ridicule, mais uniquement dans la contrainte de l'institution. Et c'est la différence entre la liberté négative et la liberté positive. La liberté négative, c'est celle que vous laissez pour que les gens fassent à peu près ce qu'ils veulent, et la liberté positive, c'est celle qui est faite à travers l'institution, parce que c'est une liberté qui est collective. Mais c'est très difficile actuellement de considérer que l'individu est libre à travers l'autre. Oh là là, l'enfer, quoi. Parce que je suis obligé en fait de compenser mon sentiment, foutez-moi la paix, je fais ce que je veux, avec en fait, il faut qu'on fasse les choses ensemble. C'est bateau, hein, comme débat, mais mine de rien, je pense qu'il arrive à grands pas. C'est juste pour dire, pardon, en fait, vous n'avez pas parlé des hôpitaux magnétiques, mais c'est exactement ça. Il y a un terme c'est loose and tight. C'est finalement la souplesse dans un cadre. Et voilà, c'est au milieu. Mais... Non, c'est un peu ça, ouais. C'est le sentiment de liberté qui marche beaucoup. Et c'est mieux que la contrainte. Eh ben, on arrive à ça, c'est que moi, je vais... de toute manière, j'ai résumé j'ai résumé un peu mon expérience, mais moi, je vous confirme que direction, encadrement, notre rôle, il va être critiqué parce qu'on a un discours individualiste et en plus, on parle de qualité de vie au travail, ce qui est très très bien, hein, mais en fait, on devrait juste continuer à parler des conditions de travail, ce qui parfois n'est pas la même chose. Et les individus vont nous dire « Oh là là, moi j'en ai marre des contraintes, je fais ce que je veux ». Et en fait, c'est faux. Quand vous rentrez dans une collectivité, organisation de travail, communauté religieuse, famille, vous avez des contraintes. Et ces contraintes-là, en fait, elles ne sont pas négatives, elles sont là pour faire du lien, c'est tout bête. Mais l'institution, elle a un rôle difficile. Et les représentants du personnel, moi j'en parle avec eux, on a un rôle difficile parce qu'il va être vu comme étant pressurisant, conservateur, mais notre rôle, en fait, c'est de protéger aussi les individus contre eux-mêmes. Parce que sinon, vous avez des agents qui vont vous dire « Attendez, mais moi, je ne veux pas travailler en 7h30 ou en 10h, je veux travailler en 12h. Moi, je veux faire plein d'heures sup. » Et ils ne comprennent pas pourquoi on leur dit « Non, en fait, ce n'est pas possible. » Ils ne comprennent pas pourquoi on les protège. « Ah non, mais moi, je fais ce que je veux, je vais travailler dans 4 hôpitaux différents, je vais cumuler l'activité. » Et il y a un moment où, en fait, ils arrivent à un épuisement, ils vont toquer à la porte de l'institution en disant protégez-moi, je suis en épuisement et tout. Et on va leur dire mais non, vous nous avez dit que c'était votre choix libre et responsable de brûler les heures supplémentaires, de ne pas dormir, de ne pas prendre vos repos au récupérateur, etc. etc. Et c'est pour ça que le seul débat qu'il fallait avoir aujourd'hui, c'était celui-là, c'était la liberté contre l'égalité. Et l'institution bureaucratique telle qu'elle était vue dans la tradition de l'administration française, elle était gouvernée par l'égalité qui, mine de rien, assurait une forme de protection contre les tendances libérales de l'individu. Et maintenant, c'est en train de se renverser. Et ça va être très difficile pour nous de redire non, en fait, l'individu, il est libre dans une institution.
Et c'est pas autoritaire, et c'est pas conservateur. Mais ça suppose que les personnes qui dirigent et qui encadrent se mettent le plus possible à l'abri d'un certain arbitraire, on va dire, parce que ça, c'est aussi une clé. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure du fait que les gens qui sont au quotidien dans les soins, par exemple, puissent interroger leur direction et puissent poser des questions. On a l'impression qu'inversement, on fait tout pour couper la parole à ces personnes et on ne veut surtout pas prendre leur avis parce que, voilà, et en même temps, on se met dans un comportement de toute puissance et aussi avec une petite dose d'arbitraire, en tout cas des choses qui sont perçues comme telles. Et c'est vrai que ça, c'est de nature à foutre le feu à la poudre. Oui, c'est vrai. Alors, il y a un truc juste sur les modalités pratiques. Il y avait quand même contre-culture managériale dans un titre. Alors, si on me prenait pour un ultra-libéral, pas du tout. Non, en fait, ce que je crois que c'est la fin en plus. Bon, bref, c'était sympa en plus. Hein, vraiment, c'était pour remettre de la. Voilà, c'était pour faire un hôpital de gauche, évidemment. Le modèle social, tout ça. Mais je le pense et je l'ai écrit, mais vous le verrez chez vous, ça sera moins dramatique. Non, en fait, il faut lutter contre le temps et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La pression à l'activité, en fait, c'est une pression au temps. Le temps est vu comme étant pourvoyeur d'activité. Et l'une des solutions, c'est de remettre des espaces qui vont contre cette urgence permanente et redonner véritablement la parole aux gens. Parce que quand vous recréez un espace... Mais c'est là où le discours est toujours pernicieux, c'est que je ne vous parle pas de faire un café éthique. Et je ne vous parle pas de sortir une charte des valeurs qui sont une autre manière de donner des ordres. Non, je pense qu'on peut redonner de l'espace qui ne vont pas dans le sens de la direction, pas dans le sens de la production. Et à partir du moment où les agents qui sont le plus proches de la production vont se sentir légitimes de prendre un temps pour pouvoir questionner ce qu'on leur demande de faire, là, on aura gagné quelque chose. Et mine de rien, c'est ce qu'on a déjà dit. On passe d'une démocratie formelle qui existe à une démocratie réelle, c'est-à-dire il y a vraiment des moments où la production sera mise de côté et les agents pourront dire « vous nous demandez ça, mais et pourquoi on le fait de nouveau ?» Et ne plus permettre cette question-là, je pense que c'est un vrai danger. Parce que vous avez des gens qui seront libres, mais libres de produire dans le sens que vous voulez et questionneront même plus leur vocation. Et s'ils ne questionnent plus leur vocation, ils commencent à partir. Ils commencent à se dire, mais en fait, je ne vois plus pourquoi je travaille. On a fait une réforme pour que je sois plus libre, mais en fait, moi, cette liberté-là, elle m'angoisse. Parce que la liberté, c'est aussi la liberté de se poser la question, mais qu'est-ce que je fais là ce matin ? Et quand vous ne répondez pas vous-même à cette question, en disant, pensez au collectif, c'est compliqué. Donc, en fait, c'est ça le principe. Donc, pour conclure, parce que on a dépassé, mais en fait, les techniques de gestion, elles ne viennent pas par hasard. Ça, vous l'avez bien compris. Mais en fait, elles nous disent quelque chose qui, je trouve, est fondamental. Moi, je pense que c'est difficile de lutter contre la demande individuelle des agents à l'hôpital. Et encore, je ne vous parle pas des patients. Et vous avez la chance d'en avoir pour 2 heures. Mais ils sont exactement dans la même contradiction. Je fais ce que je veux, je vais où je veux, mais soignez-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin d'institutions. On n'en parle pas aujourd'hui. Mais ça nous dit quand même quelque chose d'une aspiration de la société qu'on peut conduire sans que ça soit vu comme quelque chose d'autoritaire. Mais si jamais on commence à entendre parler de management libéré uniquement pour supprimer des strates et faire plus de production, c'est qu'on n'aura pas vu en fait tout ce qui est contenu dans l'aspiration du personnel. Et bien c'est tout bête, mais plus vous parlez de qualité de vie au travail, normalement, moins la production augmente, parce que les gens vont avoir une demande moins productive. Mais si vous avez en tête que la qualité de vie au travail, en fait, ça a des répercussions positives sur la production, vous êtes déjà en train de perdre le débat.
parce que c'est juste une autre manière de demander aux gens de travailler plus, quoi. Et moi, le seul mot d'ordre, du coup, c'est de questionner cette logique-là et de trouver des espaces où on peut le faire. Et pas, mais la réalité, c'est la dette, travailler plus, ou oui, mais vous avez librement consenti, donc vous ne pouvez pas revenir dessus. Et c'est pervers de revenir sur la liberté. Voilà. Merci beaucoup.